Azef Laouen, assalamu alaikum, bonsoir chers amis. Comme d'habitude, chaque dimanche, on revient à cette rétro-info de la semaine, les événements phares, si je peux dire, de la semaine. Peut-être cette semaine, cette rétro, on va essentiellement centrer sur cette rencontre de M. Tebboune, président de la République, devant la presse, puisque au terme de cette intervention devant la presse, comme je l'avais dit, le constat est troublant. Beaucoup de mots, peu de clarté, beaucoup d'annonces, peu d'engagement précis, beaucoup de contre-vérités, peu d'assurance. Le discours promet la prospérité, mais les familles affrontent la cherté de la vie. Il évoque la stabilité, mais le débat public est complètement verrouillé. Il parle de renouveau, mais les mécanismes du gouvernement sont toujours les mêmes. Où est la rupture annoncée? Où est la vision structurée capable de projeter l'Algérie dans une trajectoire économique, politique et diplomatique cohérente? À l'international, l'ambition affichée contraste avec une stratégie sans vision et contre-productive. Sur le plan interne, l'appel à la confiance contraste avec la méfiance persistante d'une grande partie de la société. Ces contradictions ne sont pas anecdotiques. Elles révèlent d'un décalage profond entre le récit officiel et la réalité vécue. Un pays ne se dirige pas à cause de slogans et de contre-vérités. Il se construit par la transparence, la responsabilité, le courage politique et une véritable légitimité. Et ce soir, chers amis, plus qu'une conférence de presse, c'est une question fondamentale qui se pose. Le pouvoir parle-t-il pour rassurer ou pour éviter de répondre? Sommes-nous face à un projet d'avenir structuré ou à une gestion du présent anarchique? Parce qu'un peuple peut patienter, mais il ne peut pas indéfinitivement croire sans voir. L'Algérie mérite mieux que des promesses. Elle mérite une vision, elle mérite une cohérence et elle mérite des actes. L'histoire, elle, ne retiendra pas les discours, elle retiendra les résultats. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir à partir de Washington, les États-Unis, M. Hamid Lelou, directeur de RAN pour démocratie en Algérie. C'est Hamid Azouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azoul, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Pas loin des États-Unis, Montréal, au Canada, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Djihad Halimi, militant politique. Merci beaucoup, M. Halimi, d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Salam Azoul, bienvenue. Merci Azoul, c'est Halimi. À partir d'Alger, le grand plaisir de recevoir Menouar Djadi, ancien député à l'APN pour le FLN. Azouflek, merci beaucoup M. Djadi d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. M. Djadi. Je n'entends pas. M. Djadi. Oui, oui. Ah, bienvenue, M. Djadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous entends? Allô? Oui, M. Djadi. On va voir si c'est le problème technique avec la régie. Pas loin d'Alger, de Constantine, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Abdelkrim Zril, journaliste et observateur politique. Merci beaucoup, M. Zril, d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation. Bonjour à l'ensemble de vos invités. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Menouar Djadi, c'est passé là avec nous en ce moment. Monsieur Djadi? Non, on va voir c'est quoi le problème. Monsieur Lelou, je vais commencer avec vous si vous me permettez. D'abord, peut-être la question que j'aimerais poser dès le début, c'est quoi votre constat juste après avoir écouté M. Tebboune devant la presse? Qu'est-ce que vous avez senti et c'est quoi votre avis après cette intervention? Je crois que ce monsieur a été choisi pour jouer un rôle, du fait de sa personnalité, du fait de ce qu'il sait, c'est-à-dire mensonge, mensonge, mensonge.
Ça peut paraître quelque chose de stupide, mais il faut que le public algérien comprenne que c'est une technique utilisée pour ça, même dans des pays avancés, mais surtout dans les pays autoritaires. Le mensonge, la manipulation, l'information fabriquée de toutes pièces, déformée, la création d'un ennemi imaginaire, tout ça est construit de manière, y compris l'usage des influenceurs avec un contenu qui est ridicule et tout ça pour distraire la population, pour inonder le champ d'information et surtout, et c'est ça qui est constaté, pour fatiguer l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle exhaustion. Quand quelqu'un est tellement fatigué, vous le bombardez avec ce type d'informations, avec un pseudo-président qui nous sort des choses abracadabra, des choses extraordinaires qui sont... Et plus le mensonge est gros, c'est mieux. Parce que vous ne pouvez pas le vérifier, et puis les gens diront, ah oui, mais c'est l'État, c'est tout à fait normal, c'est l'État. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter hors micro avec, bien sûr, avec des amis, avec des militants qui sont quand même éduqués, qui connaissent la chose, même parmi cette frange de population éduquée qui est intéressée. Ils arrivent, y compris moi-même, des fois je me dis, à quoi bon se fatiguer? À quoi bon aller faire des shows à la télévision et dire des vérités? Parce que nos vérités, telles qu'elles sont connues par la majeure partie, eh bien, elles se retrouvent submergées par un mensonge institutionnalisé. Maintenant, c'est l'institution qui se met à mentir avec un usage systématique de mensonges, une manipulation à travers des émotions du peuple, la création de fake news exagérées. Il y a tellement de choses. Il y a même au point où on se retrouve dans une situation où on vit avec nos propres contradictions. C'est pas la première fois. Et d'ailleurs, pourquoi ces interviews répétées avec des journalistes où il n'y a pas de contradiction, où il n'y a pas de public, c'est enregistré, c'est fabriqué, c'est de la fabrication, donc c'est toujours la même technique. Et si on revient à la théorie de Machiavel, c'est pas une théorie, c'est une étude qui est avérée, c'est ça le machiavélisme de la logique du pouvoir, c'est de créer cette peur pour contrôler les masses. Le danger, et d'ailleurs vous l'avez dit, jusqu'à quand le peuple ira à écouter et à accepter ce genre de message? À un moment donné, on arrive à un moment donné, c'est très très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais est-ce que ce pouvoir de police politique se soucie de ça? Non, parce que c'est... Monsieur Lulu, si vous me permettez, je vais passer peut-être un tour de micro avec la même question parce que j'aimerais bien avoir d'abord l'avis de nos invités sur cette intervention. Monsieur Mounawar Djadé est avec nous, on me dit, ancien député pour l'FLN. Monsieur Djadé Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Merci Salim, merci pour l'invitation et bonsoir à tous vos invités et aux téléspectateurs. Merci M. Djadé. Je vais vous poser la même question M. Djadé, si vous me permettez. Un constat, après je suis sûr peut-être vous avez entendu, écouter M. Tebboune pendant cette intervention. À la fin de cette intervention, comment vous avez senti? C'était quoi votre constat? À propos de l'intervention de M. Tebboune, dernièrement. Du président Tebboune devant la presse, après 1h30 d'un discours et d'entretien. C'est quoi votre esprit? Vous étiez content, vous étiez rassuré, comme quand l'Algérie allait sur le bon chemin, ou il y a beaucoup d'autres questions peut-être troublantes? C'est quoi votre sentiment juste après les 1h30 de M. Tebboune?
Effectivement, c'est une très très bonne initiative depuis son élection de 2019 et de 2024, de chaque trimestre ou chaque bimestre, il réunit la presse nationale pour informer, pour discuter par l'intermédiaire des journalistes de ce que nous avons, de ce qu'il a réalisé depuis ces campagnes électorales. Et effectivement, j'étais très content étant donné qu'il a évoqué les objectifs qui ont été tracés au début des années 2000, avec tout ce que l'Algérie a réalisé depuis 2020. Effectivement, l'Algérie est sur le plan économique et social est sur la bonne voie, étant donné que pour atteindre les 400 milliards de dollars, Inch'Allah, fin 2027, on y arrivera. En ce qui concerne son programme sur l'exploitation de tous les atouts de l'Algérie, surtout le Rajbilet et la voie ferrée de Béchar à Tindouf, comment dirais-je, le gisement, l'exploitation du gisement du phosphate et le minerai du zinc et du plomb de Amizour. Donc, ça sera le socle. Les trois grands projets structurants, ça sera le socle de démarrage de la vraie industrie au niveau de l'Algérie pour que l'Algérie atteigne en 2021-2022, M. Abdelmajid Tebboune a évoqué à ce que d'ici à moyen terme, l'Algérie doit atteindre au moins les 12-15% du PIB du secteur industriel. Très bien, M. Djadi. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Donc, M. Djadi, pour lui, c'est rassurant. Il est tellement content après le discours de M. Tebboune. M. Abdelkarim Zghilish, journaliste et observateur politique, d'après vous, vous aussi, vous étiez rassuré après le discours de Tebboune, vous étiez convaincu comme qu'on est sur le bon chemin? Bonsoir mon ami. Bonsoir. Bon, je tiens avant toute chose à préciser le contexte de cet exercice médiatique. Je vous rappelle que parmi les revendications pour lesquelles les raisons plutôt pour lesquelles les Algériens sont sortis en 2022, c'était plutôt en 2019, c'était le fait que l'ancien président ne parlait plus aux Algériens. Les Algériens avaient traité le phénomène du cadre, ce qu'on appelait à l'époque le phénomène du cadre. Donc les Algériens avaient réellement émis cette contestation, le fait qu'on n'entend plus le président parler, on n'entend plus notre président nous parler, notre président ne parle plus. Donc cet exercice médiatique qui a été instauré maintenant avec l'actuel président M. Tebboune vient en réponse directe à l'absence de la voix présidentielle durant les deux derniers mandats du président Bouteflika. Donc, pour moi, ça reste un simple exercice médiatique qui n'apporte aucune réponse et qui n'apporte aucune véritable contribution à la vie démocratique en Algérie. C'est un exercice médiatique pour dire que le président, il est là, il parle aux Algériens en réponse directe à l'état physique de l'ex-président de l'Algérie, M. Bouteflika. Donc, M. Zghilish, c'est un exercice... Est-ce que cet exercice médiatique a apporté... Voilà, c'est exactement ça. Je voulais voir, est-ce que maintenant cet exercice il est positif, puisque est-ce que vous pensez comme que c'est positif de rester en contact avec la population, contrairement à M. Bouteflika? Rester en contact avec la population à travers des parutions médiatiques, ça dépend de la qualité et du contenu de la parution médiatique. Ce n'est pas juste la parution médiatique en elle-même qui va donner l'importance à cette relation avec la population. Personnellement, je vois que le contenu est vide, il n'y a pas de contenu, et que c'est de simples parutions médiatiques pour dire qu'on est là. Voilà. Très bien. Monsieur Djihad Halimi, encore une fois, merci d'être avec nous. Monsieur Halimi, vous avez entendu les avis, ça diffère bien sûr. Il y a ceux qui sont très contents, absolument
convaincu comme quoi le projet de M. Tebboune, c'est celui qu'il faut pour l'Algérie. Les autres, peut-être d'autres avis, ils voient comme quoi c'est troublant. C'est un projet qui n'a ni tête ni queue, si je peux dire, et que ça n'augure rien de bien pour l'Algérie dans le futur. Et vous, M. Djihad Halimi, qu'est-ce que vous en pensez après avoir écouté M. Abdelmajid Tebboune? Premièrement, je suis d'accord avec Hamid quand il dit que c'est une stratégie à bombarder le peuple avec la même information. Donc, il s'agit pas de dire la vérité ou quoi que ce soit. Il s'agit de fatiguer l'opinion publique, créer le cynisme. Je suis d'accord aussi avec Abdelkrim quand il dit que ces rencontres périodiques avec une partie des médias qui est favorable au régime et non pas les médias nationaux, comme dit M. Jadi, c'est une tradition qui est née post-Hirak pour assurer la population parce que, vous savez, on n'avait pas de président qui parlait. Maintenant, alhamdoulilah, Nara Siadar, il ne sait pas parler, mais il parle pareil. Donc, ce genre de rencontre médiatique, c'est pour dire le même message. Tout va bien, les grands accomplissements sont présents. Il n'y a pas d'échec, parce qu'on parle pas des échecs, il n'y en a pas d'échecs. On parle avec des médias déjà préparés, avec des questions déjà préapprouvées. La rencontre, elle est préenregistrée, elle est éditée, et c'est ça la catastrophe. Si on voit le nombre de bêtises qui sortent de ce genre de rencontres, il faut savoir que ces genres de rencontres, elles sont éditées et rediffusées, elles sont pas live. Donc, si elles étaient live, la qualité serait complètement différente. Donc, ça s'inscrit pour dire que tout va bien. L'Algérie, c'est une belle colline gazonnée dans une forêt. Ou est-ce que pour voyager d'un point A à un point B, il faut soit voler comme un papillon, soit sauter comme un petit lapin. Alors que la vérité, c'est que on est dans un marais. Ce marais-là, il y a beaucoup de boue. Il y a des crocodiles à l'intérieur. Puis pour pouvoir y aller d'un point A à un point B, il faut être un cochon, fils de cochon. J'ai terminé. Très bien. Monsieur Hamid Loulou, peut-être on va essayer maintenant de décortiquer ces paroles. On va commencer avec depuis qu'on a annoncé des amendements techniques de la Constitution. Il y a beaucoup qui ont commencé à analyser cette décision, comme quoi, voilà, c'est la porte ouverte pour un troisième, quatrième mandat. On va écouter, puisqu'ils lui ont posé la question, on va écouter sa réponse et j'en viens à vous, monsieur Hamid Loulou. استغل هذه النقطة وتحدث على أنه الرئيس يريد فتح العهدة الرئاسية يعني باش يترشح المرة الثالثة يعني كيف ترد على هذا الانتقاد؟ واش نرد على هذا الانتقاد؟ أنا قلت لك المشارب نتاعهم مشارب تاعنا مش كيف احنا نمشيو بروح وطنية ونمشيو ببناء دولة لا تزول بزوال الرجال بأتم المعنى. الناس هادو مأجرين ومسخرينهم لزعزعة استقرار البلاد وغايدهم أن البلاد مستقرة وكذا. Monsieur Loulou, vous êtes convaincu? Il n'y aura pas de troisième mandat par cette réponse ou au contraire, le doute a encore augmenté avec des non-dits? C'est parce qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse? Qu'est-ce que ça changera un troisième, quatrième ou cinquième mandat? Ça ne changera pas grand-chose, le système sera toujours là. Lui-même, au lieu de répondre à la question, il va à côté en nous accusant, nous, d'être les ennemis de la nation. Et ça fait partie de cette propagande. On vous pose une question, répondez. Il se base sur ce qu'on dit, parce qu'il sait ce qu'on dit, c'est la vérité. Alors il veut, ou ils veulent, faire sortir une contre-vérité, alors que la vérité, elle est évidente. Ce changement technique, la constitution dont il parle depuis 62, combien de fois ils l'ont bafoué, combien de fois ils l'ont pas respecté. Bouteflika, la même chose. Quand il lui disait est-ce que vous allez changer la constitution pour vous présenter à un troisième, il dit non. Alors, il dit ah non, ça c'est la demande. Sauf si le peuple me le demandait. Bien sûr que le peuple va vous le demander. Quel peuple? Vous sélectionnez une partie de la population qui va aller s'exprimer et puis vous allez dire que c'est le peuple qui demande. Non, ce qu'il est en train de dire n'a aucun sens. Monsieur Jadi, vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas de troisième mandat? D'abord, j'aimerais bien écouter encore Tebboune sur ce qui est ses relations avec le citoyen. On va l'écouter encore une fois. Je reviens à vous, monsieur Jadi.
باخص الشعب البسيط والطبقة الوسطى. يعني تعرف أن تواجدنا على هرم السلطة هو في خدمتهم. في أمور نتصرف فيها بأبوية صح، ونتمنى إن شاء الله باش بلادنا تفوت مرحلة أخرى. النزاعات البيزنطية وكل ما يفركت هذا المجتمع هذا نبعدوا عليه، ما فيهاش فايدة. المهم احنا رانا في خدمة هذا المواطن، دافعوا عليه. كاين امور احنا نشوفوها هو ما يشوفهاش، كاين امور اللي ناس من الخارج باغيين له التبعيه. خلقنا ربي اسياد ونقعدوا اسياد والى فرصه اخرى. Monsieur Mnouar Djadi, voilà, Monsieur Tebboune, il est là pour servir le citoyen. Peut-être il y a des choses que les citoyens ne savent pas, mais eux et le régime le sait. Est-ce qu'après ces déclarations, que vous êtes rassurés, comme quoi après 2019, on aura un autre président, même si pour le lot, ça ne va rien changer, mais est-ce qu'on aura un autre président et est-ce que Tebboune va oser laisser sa place après la réponse où il y a encore du doute puisqu'il n'a pas répondu oui ou non? Voilà, avant que je vous dise, voilà, en fonction de ce qu'il a évoqué notre président, en ce qui concerne les 10 points qu'il a jugé qu'il y a certains dysfonctionnements, bon, c'est purement, c'est des comment dire, des corrections des amendes techniques, oui. Mais moi personnellement, hein, c'est Salim, je l'ai dit à maintes reprises, personnellement, je suis contre la limitation du mandat qui soit présidentiel, parlementaire ou local. Pour moi, un président ou un député ou un membre de la PUI ou de la PC au niveau local, qui travaille bien et il est aimé par le peuple et il est voté par le peuple et il est, comment dirais-je, il a travaillé le peuple, pourquoi pas 2 mandats, 3 mandats. On a compris, M. Mnouar Djadi, on a compris, Monsieur Djadi, on a compris votre position. Maintenant, j'en viens à la réalité, parce que votre position, c'est à la tienne, c'est la vôtre. Maintenant, si on vient au terrain, à la réalité, maintenant, la Constitution impose au président 2 mandats, pas plus. Est-ce qu'après sa réponse de Tebboune, vous comprendrez que la population, ils ne veulent pas encore revivre la période de Bouteflika avec toute la misère, avec tout ce qu'on a vécu? Est-ce que vous comprenez la peur de la population? Et après la réponse de Tebboune, est-ce qu'il les a rassurés comme quoi il n'y aura pas un 3e mandat? En mettant à côté votre position, votre avis. Ma position, parce qu'il n'y a pas une science, il n'y a pas une théorie qui dit que la limitation de mandat ou plusieurs mandats d'un président, le cas de la Chine. La Chine, c'est une puissance mondiale, elle va déclasser même les États-Unis, la Russie, avec les Allemands. Les Allemands, il n'y a pas de limitation de mandat, mais c'est des puissances mondiales. Maintenant, il ne faut pas se référer de mandats qui mêlent certains pays qui limitent leur mandat sur leur propre démocratie. Aussi, nous avons notre propre démocratie. Moi, personnellement, c'est Salim, honnêtement, hein, un président, après on revient sur les points qui ont été évoqués par notre président, tous les points, tous les objectifs qui ont été tracés, la stratégie depuis 2021, 2022, ils ont évoqué plusieurs points sur le plan économique et social. Nous sommes en train de les vivre, il est en train de les appliquer sur le terrain. Sur le plan économique, il a parlé de la souveraineté économique, il a parlé de la sécurité alimentaire, elle est là. Il parlait de l'exploitation de Rajbilet, il est là. Il parlait du gisement, nous avons 3e ou le 4e gisement au monde du phosphate et on transformait même pas 500 000 ou 1 million de tonnes. L'exploitation de la mine, la stabilité de la croissance. On doit assurer la croissance économique en dehors des prix fluctuants des hydrocarbures. Et nous sommes là.
le PIB hors hydrocarbures, il évolue d'année en année. Dès que soit le prix du pétrole... Très bien, M. Djadi, très bien, ce discours. Juste une petite question pour ce qui concerne les Manatik Dhul, les zones d'ombre. Tebboune n'a jamais, depuis, je veux dire, les premières années de ce mandat, il a beaucoup mentionné les zones d'ombre, les Manatik Dhul, comme qu'elle va s'en occuper. Ces dernières interventions n'en parlent plus, malgré qu'en ce moment, il y a eu des inondations, il y a eu des dégâts, des gros dégâts dans beaucoup de régions, par exemple Rélisène. Comment expliquer ce silence? Est-ce qu'il y a une explication? Non, c'est Salim, s'il vous plaît. Alors. Les inondations, il y en a aux États-Unis. Non, ouais, bien sûr, mais je veux parler de ces zones d'ombre, ces Manatik Dhul. On n'entend plus officiellement de ces zones, de ces Manatik Dhul. Ça y est, il n'y a aucun problème, Manatik Dhul, tout est réglé, maintenant tout le monde est content, à votre avis? Mais ce qui s'est passé à Rélisène, les inondations, c'était pas le Manatik Dhul, c'était le centre-ville de Rélisène. Donc c'était des inondations, c'est des calamités naturelles, que personne ne peut faire quelque chose. Ça, c'est des calamités naturelles que personne ne peut faire quelque chose. Donc, ça n'a rien à voir avec le Manatik Dhul, si Salim, je m'excuse. Ok, donc pour le Manatik Dhul, ça, on n'a plus besoin d'en parler? Non, les gens, les programmes, depuis 2023-2024, il y a eu des programmes à court, moyen et long terme de toutes les APC qui prennent en charge tous les points sombres, qui soient sur le plan route, les écoles, les cantines, les bus pour les enfants, l'éclairage, le gaz de vide, etc. Les programmes, ils sont en train de se réaliser au niveau de Manatik Dhul. Très bien, c'est très clair, M. Djadi. Très bien, restez avec moi, je reviens à vous. M. Abdelkarim Jghilish, on parlait de modifications techniques et on a beaucoup eu peur que peut-être il va ouvrir les portes pour un troisième mandat. Sa réponse, je ne sais pas d'abord ce qui vous a convaincu, comme quand il n'y aura pas, on va respecter ce qui est dans la Constitution. Déjà, cher ami, juste le petit passage que vous avez montré, il y a deux réalités qui démontrent la façon avec laquelle le régime algérien se comporte avec la population algérienne. Rien que de son passage-là, le président de l'État, M. Tebboune, a parlé de paternalisme et il a avoué clairement qu'il se comporte avec paternalisme avec les Algériens, comme si les Algériens c'était des mineurs. Un président d'État qui assume pleinement et qui avoue devant la totalité de sa population qu'il gère ou qu'il se comporte avec paternalisme avec sa population, dans un autre pays, c'est un scandale. Et dans aucun pays qui se respecte, un président d'État ne va oser dire à la population qui gère le pays avec paternalisme. C'est revenir à dire que je gère des enfants. Les Algériens, c'est des enfants, ils ne sont pas capables de s'autogérer, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui est bon pour eux ou qu'est-ce qui est mauvais pour eux, et moi je suis leur père et je suis en train de les gérer. Rien que ça, c'est un scandale. Un autre point, il dit dans la même petite partie, c'est même pas 5 minutes ce que vous venez de diffuser, il parle de la population. Nous savons certaines choses que la population ne sait pas. Nous avons cette capacité de savoir et de comprendre. Nous sommes supérieurs à la population. La population algérienne n'a pas la capacité de comprendre ce que nous ne pouvons comprendre. Les Algériens, c'est des imbéciles. Les Algériens, c'est des imbéciles, c'est des idiots. Ils ne peuvent pas comprendre. Et nous, l'État, on a cette capacité mentale et intellectuelle de tout comprendre. Rien que dans les 5 minutes du passage du président de l'État que vous venez de diffuser, il y a 2 scandales d'État qui démontrent comment ce régime se comporte avec les Algériens. Maintenant, pour finir, pour la possibilité d'un troisième mandat ou non, franchement, nous avons une constitution.
très bien, Monsieur Zrel, je crois qu'il y a une coupure, mais on va voir c'était quoi le problème. Monsieur Djihad Halimi, il a parlé de servir le citoyen, mais aussi il a parlé de la démocratie, de la vraie démocratie. On va l'écouter ce qu'il a dit sur ce sujet. ولكن الحكمة في المؤسسات هذا دليل. أنا عندي اليوم بالنسبة للناس اللي راهم ينتقدوا في نظام الدولة، نظام ديمقراطي صح، ولكن وصراحة يعني ما هوش باش نبجل ولا باش هذه هي الديمقراطية اللي كل المؤسسات تلعب الدور تاعها، وكل المؤسسات تسمع للمؤسسة الأخرى. On ne peut pas être plus clair que ça, Monsieur Djihad Halimi. On vit dans une vraie démocratie. Toutes les institutions jouent leur rôle et bien sûr, on est là pour servir le citoyen. Comment expliquer un discours pareil? C'est le détachement de la réalité, mais j'aimerais bien juste dire par rapport à l'extrait juste avant, c'est qu'il n'a pas répondu à la question. La question a été posée, est-ce que tu vas te représenter pour un 3e mandat? Il n'a pas dit non. Et moi, c'est ça ce que je vais retenir. En plus des choses que Abdelkarim Zrel a dit, c'est extrêmement dangereux. C'est comme il traite le citoyen algérien comme un bébé, tu sais, enfant, comme on dit en Algérie, mgammat. Donc depuis 18 ans, le peuple algérien, puis le régime nous dit, écoutez, là, on vous donne à manger, on vous donne de la sécurité, on a des projets pour assurer votre pérennité économique, mais ça reste que le peuple algérien, mazel mgammat. Et là, devinez qu'est-ce qui va arriver quand le père, le paternel, là, va quitter parce que malheureusement la nature n'accorde pas d'autres mandats. Il y a un certain moment où est-ce qu'on quitte cette vie-là. Devinez qu'est-ce qui va arriver à ce bébé-là. Est-ce qu'il va être capable de survivre tout ça? Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense que Abdelkarim Zrel, il l'a indiqué dans sa réaction par rapport à ce qu'il a dit, paternalisme. Il y a des choses qu'on connaît que vous connaissez pas. L'intolérance face à la divergence. Puis le fait qu'ils disent qu'on travaille pour le peuple et tout ça. Maintenant, si on était dans une réelle démocratie en Algérie, il y aura des questions difficiles à répondre. Il y aura des questions qui sont pas connues à l'avance par le président. S'il y avait une justice indépendante, une réelle démocratie, Jeloul Slama serait là sur les plateaux de la télé, en train de soulever les points négatifs dans certains projets. Abdelalim Zrich ne serait pas en prison. Tajadit ne serait pas en prison. Peut-être Radio M existerait toujours. Peut-être des associations comme Raj existeraient toujours. Ça, c'est une véritable démocratie, ou une démocratie où est-ce que on entend la vie et la vie contraire, on voit toutes les perspectives. Ça, malheureusement, en Algérie, elle existe seulement en théorie. En pratique, c'est complètement une autre histoire. Mais ça, c'est la nature du régime. Les lois sont ainsi faites. Vous savez, les lois garantissent tous les droits et les libertés. Mais la réalité, encore une fois, c'est cette réalité qui vient les rattraper à chaque fois. J'ai terminé. Très bien. Cette réalité qui rattrape à chaque fois, c'est surtout, entre autres, les critiques dont qu'on voit sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et on lui a posé cette question sur ceux qui critiquent le régime ou l'injazat de les réalisations du président. On va écouter sa réponse sur ce point. Je reviens à vous, M. Hamid Loulou. أقول لك انتقد أعطي رأيك، ولكن ما تعطيش رأيك باش تكسر عمدا. أنت عارف الكلام اللي تقول فيه مش صح، ولا تتخبى وراء حرية التعبير باش تكسر. كما البعض بغوا يكسروا هذه المشاريع الجوهريه تاع البلاد، هذه ما نقبلوش احنا. اما تقولها بصفه يعني اللي ما تطيرش، لا العنف ولا كذا، تفضل ما فيش. شوف باش نجاوبهم بعباره، مش اللي ينتقد المشروع، اللي ينتقد المشروع على حسن نيه الله يسهل عليه. واحنا نقولوا لهاد الناس حاشا الخبراء، حاشا الخبراء. بالنسبة لهذا كاين ناس اللي تخدم وتشتغل، وكاين ناس اللي تتلغبب. في عبارة في بشار يقولوا هاي، يقول لك ما بعد تسمع لا نبيح الكلاب، يجي النهار وين يفيقوا برواحهم
Monsieur Hamid Lelou, il a bien parlé, il accepte toutes les critiques, bien sûr sur la seule condition qu'il a des bonnes intentions. Il faut mettre peut-être le point sur cette intention. Comment on peut distinguer l'intention d'une personne quand il critique? Au moment où M. Lelou lui a posé la question, il a osé, le journaliste a osé lui poser une question, est-ce qu'on peut divulguer des dossiers sur des responsables ou sur des ministres? On va écouter ce qu'il avait dit sur ce sujet. او هل ينشروا بلا ما يخاف؟ انا نقولها لك رسمي راهم يسمعوا فيها كاع الصحفيين، انشر على روحك بشرط انك تتحقق باللي الملف اللي عندك صحيح. لان اليوم رانا في عهد نجم تزور على اي واحد وثائق، نجم تزور حتى الصوت نتاعو تزوره. ما كاش مشكل. احنا ما عندنا بلاغات يوميه. العداله مازال ما حبستش، يوميا راه فيه ناس مسؤولين يفوتوا فيه ناس من الرئاسه فاتوا العداله ودخلوا للسجن. Monsieur Hamid Lelou, vous l'avez entendu, d'abord la parole de l'intention, il faut avoir une bonne intention pour critiquer. Donc, c'est pas comment on peut distinguer l'intention d'une personne. Et voilà, il a dit comme quoi vous avez tous les droits pour déposer ou publier plutôt des dossiers sur des responsables, entre autres les ministres. C'est quoi votre réponse à ce discours, M. Lelou? Deux choses. Usage systématique de mensonges et de manipulation. Je répondrai à ça, mais j'aimerais bien prendre 5 secondes. Monsieur Jadi nous a dit, dans le cadre de la continuation et de la stabilité, il n'y a aucun problème à avoir un nombre illimité pour le président et pour les autres. Moi, je vais compléter cette idée, je vais lui dire, la définition de ça, c'est la monarchie. Sellel l'avait dit ouvertement. Sellel avait proposé que Bouteflika devienne le roi de l'Algérie. Un autre pseudo-député avait même dit une absurdité. C'est pour ça que je disais l'absurdité tellement énorme. Il a dit que Dieu, Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète pour l'humanité, et il a envoyé Bouteflika, prophète pour l'Algérie. Bientôt, on va entendre la même chose sur ce débile mental. Maintenant, même ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de transformer la peur à des faits, alors que le fait n'est pas là. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle, dans le terme de l'analyse politique, l'inversion morale, en présentant des actions des gens de l'opposition, des gens qui sont contre ce qui se dit dans le discours officiel, ils le tournent à l'ennimité. Si on s'oppose à ce qui se dit de manière officielle, on devient ennemi. Ce n'est pas l'avis contraire, c'est pas l'opposition, c'est l'ennemi. C'est cet ennemi qu'on va créer aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Et donc, je vais arrêter là. C'est l'usage systématique des mensonges et de la manipulation. Mais comment expliquer le mot d'intention, le husn niya? Je n'arrive pas à mettre le point sur ce mot intention. Est-ce qu'il faut juger les gens maintenant par leur intention, husn niya? Comment on peut juger par les tribunaux des personnes hasb niya? Alors là, il y a deux choses. On parle d'émotion. Husn niya, c'est émotif, c'est assez émotif, et c'est aussi utilisé particulièrement dans la justice pour laisser le champ vague et ouvert à des interprétations particulières. Maintenant, effectivement, un juge, il peut prendre, et d'ailleurs c'est même dans certains textes, ou bien des déclarations comme ça, si vous laissez le champ aussi vague et aussi libre, eh ben vous êtes libre d'interpréter une loi comme vous voulez, et sur ça, c'est de l'inquisition, tout simplement. C'est-à-dire qu'un chef de police ou bien un officiel pense que votre intention est mauvaise, il peut se baser là-dessus pour vous faire arrêter, pour vous arrêter et même pour vous mettre en prison. Très bien. Monsieur Mounoir Jadi, maintenant j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce sujet, parce qu'il est très sensible et il touche
tous les Algériens, ceux qui sont pour le pouvoir ou ils partagent le point de vue des autorités ou ceux qui sont opposés parce que cette répression, surtout ces dernières semaines, elle touche tout le monde. Je vais l'écouter d'abord, je vais écouter Tebboune sur ce qui lui ont posé la question sur ceux qui critiquent ce projet historique, hein, comme vous l'avez dit, Gharj Bilet. On va l'écouter. التنموية المتبعة في الجزائر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شوف فيه ناس أنا قلتها ونزيد نقولها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يعني يحوسوا يأثروا سلبا في العقول والجزائريين راهم فاقوا بهم دروك ما كاش اللي يسمع لهم لأن العالم بأسره أخصائيين كلهم تكلموا على جدوى ومردودية المشروع هذا. الأمور هذه أمور نتاع اختصاصيين وما يحاولوا يقلصوا الحجم نتاع القرار السياسي الجزائري ولكن سيادهم اللي يستعملوهم معترفين بالقدرات تاع الجزائر إذن خليهم. Mnoor Djadi, peut-être parmi ceux qui ont critiqué ce projet, il y avait cet expert, hein, M. Djelal Slama, qui on ne peut pas dire comme quoi il est opposant, on ne peut pas dire comme quoi il a une mauvaise intention, on ne peut pas dire comme quoi il est manipulé par d'autres forces. Il est sur le plateau algérien et il a plusieurs fois soutenu des projets du système et entre autres même ce projet n'a pas vraiment critiqué. C'est un petit exemple, M. Djadi. D'autres exemples, par exemple, M. Abdelali Mezrich, un autre journaliste qui était un journaliste de l'ENTV, il a plusieurs fois déclaré comme quoi il est dans la même vision, si je peux dire, du pouvoir. On va essayer de l'écouter encore une fois. Monsieur Abdelali Mezrich, c'est ce qu'il avait dit sur les positions du régime et sa vision par rapport surtout à ses positions internationales. On va écouter Monsieur Mezrich. الجزائر أيضا بحاجة إلى هذا الالتفاف العربي حول مواقفها ومن خلال هذه المبادرة وهي طبعة ثانية من الجينيريك الذهبي حاولنا أن نجمع أسماء عربية وازنة في عالم الفن خصوصا في عالم الدراما. هؤلاء جميعا اليوم برهن حضورهم على أن الجزائر يمكنها أن تشكل رافدا من روافد الثقافة والفن العربيين، أن تحث الأشقاء العرب على أن يقفوا إلى جانبك وأن ينوهوا بمواقف بلدك المشرفة تجاه فلسطين وتجاه الصحراء الغربية. هذا مدعاة للفخر ومدعاة لأن ندعم كل مبادرات المستقلة عن الوصاية لأن تواكب الخطاب الرسمي الداعي إلى أن يكون الشعب الجزائري دائما في حيطة وحذر من المؤامرات التي تدار من هنا وهناك ضده. Monsieur Mnoor Djadi, on ne peut pas être plus clair hein, que M. Abdelali Mezrich, il est vraiment sur la même ligne, la même ligne que le pouvoir. Malgré ça, ça n'a pas empêché de... Je ne sais pas si c'est qu'il est arrêté ou il a été kidnappé, parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien d'officiel, ni pour Djelal Slama, ni pour Abdelali Mezrich. Comment expliquer cette situation, M. Mnoor Djadi, au moment où on parle d'une démocratie, on parle de liberté d'expression? M. Mnoor Djadi. Oui. Allô? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Non, je n'ai pas entendu. Même l'intervention de Célilou, je ne l'ai pas entendu. C'est pas, mais j'aimerais bien votre avis sur l'arrestation de Djelal Slama et Abdelali Mezrich qu'on vient d'entendre, comme quoi il a beaucoup de positions proches du pouvoir. Malgré ça, ça n'a pas empêché de l'arrêter. Même l'arrestation, elle est un petit peu quand même, qui pose beaucoup de questions. C'est une sorte de kidnapping, on ne sait vraiment pas où est-ce qu'il est et pourquoi il a été arrêté. Comment expliquer cette situation, M. Djadi, au moment où on parle de démocratie, d'une liberté d'expression, comme Tebboune l'avait bien dit tout à l'heure? Effectivement, il ne faut pas faire le mélange entre la démocratie et l'anarchie.
Bon, je parle en connaissance de cause. Le docteur que vous avez cité tout à l'heure, moi j'ai entendu, j'ai analysé tout ce qu'il a dit, les 4 ou 5 points qu'il les a cités, qu'il les a évoqués, c'est des informations fausses. Et si vous me donnez suffisamment de temps pour que je puisse démontrer A plus B. Non, monsieur Djihadi, on ne va pas revenir parce qu'on a beaucoup fait d'émissions sur ces points, mais j'aimerais bien juste pour savoir comment expliquer ce silence des autorités, comment expliquer l'arrestation d'un Algérien que tout le monde, dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, mais aucun mot, on n'explique pas pourquoi l'a arrêté. Monsieur Tebboune, il l'accuse de djahal ou l'accuse de je ne sais pas quoi, mais comment expliquer ce silence des autorités judiciaires? Lui et l'autre, même M. Abdelali Mezrich, qui est journaliste, qui est proche quand même du pouvoir, aucun mot. Est-ce qu'on peut le décrire comme quoi c'est un kidnapping? Mais ça, subhanallah, c'est... Dis-moi. Qu'est-ce que vous me demandez? Je donne un avis pour... Il a critiqué, bien sûr, il a critiqué, peut-être même il a donné des faux chiffres. Comme quoi il a donné des faux chiffres. C'est pas critiqué, c'était flagrant, c'est un docteur. Il s'est trompé, je comprends, il s'est trompé, peut-être il a même dit du contre-vérité. Non, à ce niveau-là, on peut pas. À ce niveau-là, si Salim, soyons raisonnables. À ce niveau-là, quel docteur expérimenté, il a comment dirais-je, une riche expérience, et il disait n'importe quoi sur Allez, ok, on va dire comme il a dit n'importe quoi, il a dit des contre-vérités, il a dit contrairement, il a tout ce qu'il avait dit, c'était pas vrai. Ok, on va assumer que c'est ça. Mais comment expliquer ce silence? Ok, il était arrêté parce qu'ils ont trouvé comme quoi il a dit, il a dit des contre-vérités. Pourquoi on n'explique pas ça à la population? On l'a arrêté d'après la loi Flan, et comme ça on va le juger comme tout Algérien. Pourquoi ce silence? Mais il a donné des fausses informations sciemment. Je peux vous me donner le temps. Non, je vous comprends. On va dire comme quoi c'est vrai, il a menti. Non, il a menti. On va dire comme quoi il a menti. Je parle des institutions judiciaires, du procureur général, de la police. Est-ce que vraiment ils l'ont arrêté? Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il est arrêté ou il est mandat de dépôt. Non, notre constitution est claire. Ouais. Le code pénal algérien, il est clair. Le code pénal, je ne me rappelle pas de l'article, il stipule que, et clairement, toute personne qui donne des fausses informations sciemment au peuple et qui diffuse des informations anarchiques pour détourner l'opinion publique doit payer. Donc, qu'est-ce que vous dites, Monsieur Djihadi, vous dites comme l'opinion publique. Monsieur Djihadi, vous dites comme qu'il est arrêté en ce moment? Est-ce qu'il est en prison? Monsieur, est-ce que vous savez que Monsieur Djaloul Aslamé, est-ce qu'en ce moment il est en prison? Mais je ne peux pas. اسمح لي يا سي سليم. أنا نقول لك باللي أنا les informations la vidéo ou la séance ou l'émission qui a été transmise et ce qu'il a dit sur le 5 points sur Rajbilet, c'était des formations erronées. Vous répondez à ma question, M. Djihadi. La façon que vous parlez, c'est comme si vous confirmez comme quoi il est en prison. Vous avez des informations comme quoi il est en prison. Est-ce que c'est ça? Je peux vous dire une chose. Voilà. À ce niveau intellectuel, ce n'est pas une erreur. 2, notre constitution et notre code pénal, il est clair dans ce sens. Monsieur Djihadi, je ne vous parle pas de ça. Mais de toute façon, peut-être vous ne pouvez pas le dire parce que vous ne le savez pas, parce qu'il n'y a aucune confirmation, parce qu'il n'y a aucune communication des autorités. C'était ça ma question. Monsieur Abdelkarim Mezrich, je reviens à vous, si vous me permettez. Vous avez entendu Abdelali Mezrich. Il a un discours très, très pro-pouvoir. Jalal Slama, il a participé à des dizaines de plateaux sur les télévisions algériennes.
malgré ça, ça n'a pas empêché de l'arrêter parce qu'apparemment, il en a une mauvaise intention. Comment expliquer ce silence? Même Abdelali Mezrich, on ne sait pas officiellement de quoi il est accusé à part les publications sur Facebook, mais on n'a rien d'officiel. Comment expliquer ce silence? Avant de parler du silence, moi je voudrais mettre en avant, c'est justement le fait de l'arrestation de ces deux messieurs qu'on peut certainement pas qualifier d'opposants au régime ou de détracteurs du régime, certainement pas. Mais c'est l'état sécuritaire hystérique dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une hystérie sécuritaire. Voilà le résultat d'un pays qui est arrivé à un taux tout sécuritaire. C'est l'arrestation même des gens qui soutiennent le régime en place je sais pas, pour une remarque de trou, pour un mot de trou. Franchement, moi, je suis étonné par le discours de votre invité quand on parle de l'économiste qui a été arrêté. Franchement, est-ce que le policier qui a fait l'enquête avec lui, est-ce que c'est un expert en économie, ou est-ce que le juge d'instruction qui a fait l'enquête avec lui, est-ce que c'est un expert pour juger que les propos de ce monsieur sont faux ou sont vrais? Parce qu'il n'est pas encore passé devant le juge. Il n'y a pas encore eu une expertise. Parce qu'en passant devant le juge, j'imagine qu'il va y avoir une expertise sur des propos techniques. Est-ce que le policier ou le gendarme ou l'agent des services secrets qui a fait l'enquête, L'interrogatoire avec l'expert en économie, est-ce que ce monsieur-là est techniquement habilité à juger que les propos de M. Slama sont vrais ou faux? Qui a décidé que ce que racontait M. Slama était vrai ou faux? Qui est l'expert qui a été mobilisé là, pour faire une contre-expertise pour décider que les propos de M. Slama, l'expert en économie, sont faux? De quoi on est en train de parler? Faut pas je pense qu'on vit tous en Algérie, on connaît la société dans laquelle on vit. Il ne faut pas se mettre à trouver des explications à des choses qui sont inexplicables. Le monsieur a donné une expertise économique. Ce qu'il fallait faire, il fallait ramener un autre expert et le mettre devant lui sur le même plateau de télévision, pas dans un commissariat de police. Dans le même plateau de télévision. Si c'était un commissariat de police, hein, on ne sait même pas d'ailleurs. Très bien. Ramener un autre expert. Très bien. Monsieur Djihad Halimi, je vais terminer avec vous pour cette première partie de cette émission. Tebboune, il confirme, il insiste, comme quand vous avez tous les droits, mais il faut faire attention. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a des limites. Comment expliquer ce qu'il dit, la réalité? Et même les pro-pouvoir, les proches du pouvoir, ils ne sont pas épargnés par cette répression. D'abord, j'ai entendu un argumentaire que comme quoi la démocratie, c'est pas l'anarchie, c'est vrai, mais est-ce que Jaloul Slama, Abdelali Mezrich, c'est des anarchistes? Et si c'est vrai, pourquoi ils parlent sur les plateaux de la télévision algérienne? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si il faut emprisonner toute personne qui ment et qui induit l'opinion publique dans une mauvaise direction, donc, si il faut qu'on punisse toute personne qui fait ce genre d'acte par l'emprisonnement, ben à ce moment-là, M. Tebboune et une bonne partie des autorités de notre pays seraient en prison. Par exemple, juste dans cette émission-là, le petit passage que vous avez montré, comme quoi on vit dans une démocratie, on le sait très très bien que c'est pas vrai. Donc, est-ce qu'on devrait emprisonner M. Abdelmajid Tebboune? Et donc, écoutez, Jadi, je respecte son opinion quand il parle du bon côté de la chose. Par exemple, c'est un bon projet pour l'avenir du pays. Ça, je l'accorde. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est à cause des contraintes sécuritaires ou c'est vraiment son opinion?
essaye d'éviter toute cette question de répression, puis on tombe dans le discours du régime que comme quoi la démocratie, il faut qu'elle soit responsable. C'est quoi responsable? Ça, c'est eux autres qui vont le définir. La critique, il faut qu'elle soit constructive. C'est quoi la définition de constructive? C'est eux qui vont le définir. Puis évidemment, donc c'est, je respecte beaucoup le courage assez jadé pour venir dire ces choses-là sur votre chaîne, et c'est bien. C'est ce que j'adore chez vous, là, sur votre chaîne. Mais à un moment donné, on ne peut pas défendre l'indéfendable parce qu'on tombe dans la contradiction, puis à ce moment-là, on perd complètement notre crédibilité. Donc, par rapport à la répression, notre pays est répressif, malheureusement. Avant, on était autoritaire, maintenant, on est entre autoritaire et totalitaire. Là. Pyongyang, là, c'est pas très proche d'Alger. C'est pas très loin d'Alger. J'ai terminé. Très bien, Monsieur Djihad. On est arrivé à la fin de cette première partie plutôt de notre émission. On va aller pour une petite pause. J'en viens pour continuer la deuxième partie. Restez avec nous.